Le burn-out est un terme désormais connu de tous. Il est entré dans le langage courant comme étant un phénomène d'épuisement au travail. Mais de façon assez similaire, on peut aussi s'épuiser dans son rôle d'étudiant ou d'élève, mais aussi dans son rôle de parent. Ce sont les burn-out scolaires et parentales. Salut à toi, je m'appelle Thibaut, je suis psychologue social, et dans cette vidéo, je vais parler du burn-out, de ses causes et de comment on peut travailler dessus en psychologie. Prends un papier, un crayon, on commence la séance. Le stress est une réaction physique et émotionnelle qui a tendance à nous faire fuir ou à combattre le problème qui nous stresse. Il survient lorsqu'on perçoit une perte ou une difficulté à maintenir le contrôle dans une situation. Par exemple, suite à un changement, une voiture qui surgit d'un coup, un décès, etc. Selon la durée et l'intensité de l'élément stresseur, le stress peut suivre 3 phases pour nous inciter à nous adapter. Premièrement, l'alarme, c'est-à-dire que notre corps se met en alerte. Deuxièmement, la résistance, c'est-à-dire la mise en place de stratégies pour nous permettre de rétablir le contrôle. Et troisièmement, la phase d'épuisement. Les ressources mobilisées sont épuisées. C'est quand on dit « j'en peux plus ». Ce que l'on appelle burn-out s'apparente en fait à la troisième phase du stress. C'est la phase d'épuisement. La phase précédente, pendant laquelle on résiste, pendant laquelle on met en place des stratégies pour garder le contrôle, en tout cas pour le restaurer, eh bien c'est dans cette phase qu'apparaissent les symptômes qui vont mener au burn-out. Cette phase est appelée le burn-in. Pendant cette phase, les symptômes vont apparaître l'un après l'autre et ils vont gagner en intensité jusqu'à ce qu'on arrive au burn-out, c'est-à-dire le moment où on s'effondre totalement. Lorsqu'on a atteint le burn-out, on a besoin d'une longue phase de repos pour pouvoir reconstruire ses ressources physiques, émotionnelles et psychologiques. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus important d'agir pendant la phase de burn-in quand les symptômes arrivent et augmentent doucement pour pouvoir rétropédaler, pour pouvoir trouver des solutions pour revenir en arrière à un état calme. Sinon, évidemment, c'est le burn-out. Contrairement à la dépression qui est diffuse dans toutes les sphères de la vie, le burn-out prend sa source dans une des sphères de notre vie. Donc par exemple, notre profession, ou alors le milieu scolaire, ou bien encore notre rôle de parent. Et ensuite, ces conséquences vont s'étendre aux autres sphères de notre vie. Le burn-out, c'est un peu comme la crise d'angoisse, dans le sens où si on se demande si on en a fait une, ça veut dire qu'on n'a pas dû en faire. Quand on fait une crise d'angoisse, on le sait. Le burn-out, c'est pareil. Le burn-out, c'est vraiment quand tout s'effondre, quand on n'a plus d'énergie pour rien du tout, même plus pour crier, pour travailler, pour rien, vraiment plus rien. À ce moment-là, il faut vraiment aller consulter un médecin et si besoin, faire un suivi psychologique pour nous aider à reconstruire notre confiance en nous, à récupérer toutes nos ressources, comme je l'ai dit, physiques, émotionnelles et psychologiques. Ici, on va plutôt s'intéresser au burn-in et aux indicateurs, aux symptômes qui, du coup, se trouvent dans cette phase de burn-in et peuvent mener au burn-out. Au début, les symptômes sont vraiment discrets. Ils prennent de l'ampleur au fur et à mesure des semaines, du temps qu'on subit encore le même stress encore et encore. Et les stratégies qu'on a pu mettre en place pour compenser ça, elles finissent par ne vraiment plus marcher. Globalement, il s'agit d'un sentiment d'épuisement général, donc émotionnel et physique, d'une attitude vraiment négative par rapport à ce qui en est la cause, donc le travail, les études ou bien les enfants, et d'un désinvestissement qui s'accompagne d'un sentiment d'échec et donc d'une dévalorisation de soi. Pour citer quelques symptômes, on a donc des troubles du sommeil avec une forte fatigue, une impossibilité à récupérer malgré la nuit qu'on a pu passer, des troubles de l'attention, une difficulté de plus en plus grande au fur et à mesure que les jours passent et que les semaines passent pour se concentrer sur nos tâches, donc que ce soit à l'école, au travail ou alors vis-à-vis des enfants ou du foyer. On commence à perdre en empathie, à s'énerver facilement après les personnes et surtout après des personnes qui n'ont rien à voir avec la cause du problème. On peut commencer à devenir anxieux et aussi à perdre du plaisir, même sur des choses qui à la base nous plaisaient, nous faisaient envie, donc on perd l'envie. D'abord ça commence par le domaine d'origine du burn-in et ensuite ça va s'étendre dans les autres domaines de vie. En guise de stratégie pour garder le contrôle, pour pouvoir continuer à supporter ce stress, on peut commencer à prendre des médicaments ou alors à prendre des substances comme de l'alcool, des drogues, etc. pour trouver un moyen de compenser. Et enfin, commence à naître un sentiment d'échec d'abord par rapport à la sphère d'où vient le burn-in. Et ensuite, on peut arriver à un re-questionnement identitaire. Est-ce que c'était le bon métier? Est-ce que je suis vraiment bon pour faire ça, etc. Alors, tout le monde peut être sujet au burn-out, donc au burn-in, mais il y a des personnalités qui sont des terrains plus propices pour arriver justement au burn-out. On a d'abord les personnes qui ne posent pas de limites, donc qui ne s'en posent pas à soi et qui n'en posent pas aux autres. Elles n'osent pas leur dire non et leur dire stop. De cette façon, elles continuent à user leurs ressources puisqu'elles ne disent pas non, ce qui permettrait de souffler un peu ou alors pouvoir déléguer, etc. C'est non,
Donc on continue à user les ressources encore et encore jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien comme ressources. Entre également dans cette catégorie de personnes plus susceptibles d'être dans le burn-out, les personnes perfectionnistes, celles qui veulent prouver ce qu'elles valent. Parce qu'elles vont s'épuiser à faire quelque chose de parfait, surtout dans les moments où c'est encore plus difficile pour elles, parce que le burn-in est en train de monter progressivement. Donc moins elles peuvent, plus elles vont s'acharner, donc plus elles vont s'épuiser pour vraiment avoir un travail de qualité, ou alors une éducation de qualité pour les enfants, ou alors des bons résultats à l'école, ça dépend donc du domaine dont on va parler plus tard pour le burn-out. Et vraiment s'épuiser à ça, ça va accélérer le risque de burn-out. Pour réduire les risques de burn-out, les deux solutions les plus simples, vraiment les plus simples, c'est 1. Poser des limites et 2. Oser demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide et à parler du problème tout simplement. Ça ne veut pas dire aller voir un médecin ou un psychologue, déjà ça veut dire en parler. Par exemple au travail, en parler à ses collègues ou à son supérieur. Si c'est dans la famille, en parler à son ou sa partenaire ou à la famille, à l'école, en parler aux professeurs, aux parents, sauf s'ils ne veulent pas entendre, peut-être une tante, etc. Vraiment parler du problème. Malheureusement, dans les types de personnalités dont j'ai parlé avant, il y a tellement un risque de rejet fort que ces personnes ne vont pas oser en parler. Parce qu'elles vont se dire, mince, qu'est-ce qu'on va penser moi? On va penser que je suis nulle, que je ne suis pas capable de me débrouiller seule. Donc elles ne vont pas oser, donc elles vont continuer à s'épuiser inlassablement jusqu'à arriver au burn-out. Évidemment, il n'y a pas que la personnalité qui est à prendre en compte pour dire si une personne peut ou non finir à tomber dans le burn-out. Il y a évidemment d'autres éléments qui viennent en compte. Par exemple, au travail, il y a l'environnement de travail, à l'école, le harcèlement, etc. La famille en elle-même justement, et puis les injonctions aussi sociales, toutes les normes, tout ça. Je vais en parler donc maintenant pour chacun des 3 types de burn-out que j'ai présentés en introduction, donc le burn-out professionnel, le burn-out scolaire et le burn-out parental. On va voir donc tous ces paramètres qui peuvent venir accentuer le risque de burn-out, en sachant que dans les 3 burn-out, s'appliquent les personnalités dont j'ai parlé juste avant. Les 3 personnalités sont plus susceptibles de tomber en burn-out, quel que soit le burn-out dont j'ai parlé, quelle que soit la sphère, ces personnalités sont, on va dire, plus à risque, si on peut dire ça comme ça. Donc au travail, le burn-in se caractérise par un montée d'un sentiment d'épuisement, mais également par un désintérêt grandissant pour son travail, pour les tâches qu'on y fait, tout en culpabilisant du coup de ne pas bien faire son travail et en commençant à se sentir incompétent et nul au travail. Donc comme je l'ai dit, au-delà des caractéristiques personnelles et d'hygiène de vie de la personne, viennent se mettre par-dessus des caractéristiques du travail qui viennent accentuer donc les risques de burn-out. Ces éléments, on les appelle les risques psychosociaux. Ils ont été recensés il y a un moment dans un rapport que je mets en description de la vidéo. Et les résultats de ce rapport montrent qu'on peut résumer en gros les risques psychosociaux qui peuvent mener donc une personne au burn-out. On peut les classer en 6 catégories. Il y a d'abord l'intensité et le temps de passer au travail et à travailler, avec entre autres la frontière entre le monde personnel et le monde professionnel. Il y a les exigences émotionnelles au travail, à quel point c'est coûteux. Ensuite, on a l'autonomie, à quel point on nous laisse une marge de manœuvre pour faire nos tâches de travail, ou à quel point on doit suivre une directive absolument, avec un management vraiment très dur. Ce qui nous conduit aux rapports sociaux au travail, comment ça se passe avec la hiérarchie, comment ça se passe avec les collègues, quelle est la pression qui est mise sur nous. Ensuite, il peut y avoir un conflit de valeurs. Alors un conflit de valeurs par exemple entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou du travail, mais aussi un conflit de valeurs dans le sens où la qualité de notre travail, on voudrait faire du travail de qualité et il est empêché par le travail, par exemple parce qu'on a un délai très restreint, donc on sait qu'on ne va pas pouvoir faire un travail de qualité et ça nous ronge vraiment. Et enfin, il y a la catégorie de l'insécurité liée à la situation de travail et à son évolution. Par exemple, est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce que mon contrat va être prolongé, etc. Donc la sécurité au travail, mais vraiment dans le sens presque administratif, si on pourrait dire, administratif et projection dans l'avenir. Donc quelles sont les solutions au travail pour réduire tous ces risques psychosociaux? Alors premièrement, évidemment, rétablir le dialogue entre les différentes couches hiérarchiques, mettre en place un collectif de travail où les personnes qui font le même métier pourront discuter entre elles de leurs difficultés et déjà se rendre compte peut-être que je suis pas seul à avoir ce problème, toi aussi tu l'as, tu as trouvé quelle solution et du coup repenser le métier ensemble parce qu'on aura eu les mêmes difficultés et les solutions trouvées par les uns vont pouvoir être profitables aux autres. Évidemment sensibiliser au sujet du burn-out et des risques psychosociaux au travail.
et adapter les styles de management pour un management plus participatif et moins directif. Donc pour résumer, transparence, dialogue et adaptation. Évidemment, on parle de travail, donc on parle de psychologie du travail, donc on peut faire appel à un psychologue du travail pour faire un diagnostic, pour mettre en place des actions et ensuite faire un suivi derrière pour voir quelles actions ont le mieux marché, qu'est-ce qu'on peut modifier, etc. pour réduire tous ces risques et du coup travailler sur la qualité de vie au travail. Maintenant, au niveau de la société elle-même, il y a aussi des éléments qui viennent accentuer le risque de burn-out. Déjà, l'arrivée des nouvelles technologies qui effritent la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle puisqu'on devient joignable n'importe quand. Et en plus, avec ces nouvelles technologies, on a davantage d'informations à traiter, par exemple beaucoup plus de mails, puisqu'avant c'était plus langage par téléphone ou par papier. Donc avec le mail, on a tendance à donner plus d'informations, donc il y a plus à gérer, surtout qu'il y a des messageries instantanées internes à la boîte par exemple, etc. Donc il y a plein d'informations à gérer en plus de ces tâches de travail. Il y a aussi le caractère individualiste et compétitif de notre société qui peut nous amener à avoir un sentiment d'isolement et ce qui rend aussi difficile la collaboration quand il faut être le meilleur, par exemple pour avoir une promotion, etc. Il y a ensuite les conflits de rôle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de rôles. On a un rôle de parent, un rôle de salarié, un rôle de, je ne sais pas, si on est dans une association, etc. On a plein de rôles dans notre vie. Et des fois, ces rôles peuvent entrer en conflit. Par exemple, je dois finir ce dossier, on me demande de le finir pour ce soir. Ah oui, mais je dois aller chercher ma fille ou mon fils à l'école. Qu'est-ce qu'on priorise? Surtout que la société a tendance à prioriser le travail. Donc comment on va me percevoir si je favorise mes enfants plutôt que mon travail, etc. Et par rapport à cet élément, justement, il y a l'éducation genrée qui est à prendre en compte puisque les hommes sont plutôt éduqués pour être dans la performance. Et donc, performance dit aussi performance au travail. Donc le travail va passer avant la famille parfois. Quant aux femmes, il y a la difficulté à accéder à certains métiers et lorsqu'elles peuvent y accéder, donc soit à un niveau hiérarchique, soit à un métier, par exemple je pense aux femmes dans le BTP qui sont encore pas très nombreuses malheureusement, qui peuvent subir davantage de harcèlement, harcèlement moral en tout cas, des moqueries, etc. parce que justement elles ne sont pas encore nombreuses et ça va évidemment accentuer le risque de burn-out puisqu'il y a un malaise au travail. Mais du coup, là, on est vraiment à une échelle de la société puisqu'on est sur une éducation genrée où les hommes sont plus faits pour le manuel et les femmes plus pour être ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire dans le soin aux autres. Donc voilà pour les éléments qui peuvent agir sur le burn-out, que ce soit au niveau d'une entreprise ou au niveau de la société. Donc ce n'est jamais juste à cause de la personne que la personne fait le burn-out. En général, d'ailleurs, c'est plutôt à cause de son environnement au travail et sociétal plus que de sa faute à elle. Par rapport au burn-out scolaire, donc le burn-in se caractérise par un sentiment d'épuisement qui s'accentue au fur et à mesure des jours et des mois passés à l'école. Donc c'est un épuisement vraiment lié au début à l'environnement scolaire. Il y a un désintérêt grandissant pour les études, avec peut-être en même temps aussi une culpabilité de mal faire son travail, mal faire ses devoirs, et du coup, du fait de ce désintérêt, aussi de risque d'avoir des reproches peut-être de la part des parents ou des enseignants. Et dans le cas extrême, ça peut mener vraiment au décrochage scolaire de la personne. Et là, quand on parle de burn-out scolaire, on ne parle pas juste soit de collégiens ou de lycéens, ça marche aussi pour les universitaires, mais ça peut aussi marcher en primaire selon, par exemple, donc les éléments qu'on va donner après, mais par exemple la pression mise par les parents pour avoir des bons résultats. Donc pour citer quelques facteurs de stress par rapport à l'environnement scolaire, on peut donc citer, comme je viens de le dire, la pression et les critiques qui sont faites envers l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte par rapport aux résultats attendus. Et du coup, un manque de soutien et d'encouragement parfois. On va plutôt regarder les résultats plus que les efforts parfois. Donc je parle de la part des parents, mais évidemment, le corps enseignant a aussi son rôle à jouer sur le soutien qui est donné. Et par exemple, il y a des enseignants qui rendent les copies dans l'ordre de la note, par exemple. Donc on sait que si on est à la fin, c'est vraiment qu'on est nul. Ça rajoute ce poids du regard des autres. Ah, j'ai toujours pas ma copie, je dois vraiment donc je suis moins bien, j'arrive après les autres. Ça, voilà, rien que ça peut jouer sur la perception qu'on a de soi par rapport à l'école. Évidemment, comme pour le monde du travail, il y a la charge de travail, la quantité de devoirs à faire. Il y a parfois l'incertitude quant à l'orientation, celle à choisir ou celle qu'on a choisie. Est-ce que je suis sûr de mon choix? Est-ce que je suis fait pour ça? Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Donc selon la classe dans laquelle on est, en plus on nous demande très tôt qu'est-ce qu'on veut faire. Ça met une pression qui grandit au fur et à mesure des années. Après, des fois, il y a la pression de faire comme les parents, faire comme l'oncle ou faire comme je ne sais pas qui qu'on a comme modèle qui va nous mettre la pression de si on n'y arrive pas, je ne suis pas aussi bien que cette personne.
Il y a évidemment l'état des relations interpersonnelles à l'école, donc avec le corps enseignant, mais aussi entre les élèves, par exemple tout ce qui concerne le harcèlement scolaire. Et enfin, il y a les conditions dans lesquelles on fait nos études et dans lesquelles on fait nos devoirs. Par exemple, à l'école, je ne sais pas, le bâtiment déjà physiquement, comment il est, où il se trouve. Et ensuite, à la maison, c'est plus facile de faire ses devoirs quand on a sa chambre et qu'on est fils unique que quand on a 5 frères et sœurs et qu'on doit partager sa chambre. Là, on n'est déjà pas sur les mêmes niveaux de confort pour pouvoir faire ses devoirs. Évidemment, au niveau de la société, comme facteur de stress, il y a le fait que le travail c'est la vie et que l'école mène au travail. Donc si tu es nul à l'école, bah, tu feras rien de ta vie. Être chômeur, c'est la fin du monde. Partir faire une vie de nomade, c'est la fin du monde. Il faut rentrer dans les cases. Donc être nul à l'école, c'est être nul dans la vie. J'exagère, mais des fois c'est vraiment ça qui est mis dans la tête des enfants et des adolescents. Donc au niveau de la société, là on est vraiment peut-être sur une remise en question, une revalorisation peut-être de certaines orientations, peut-être manuelles ou CAP, etc., qui n'a rien de métier nul, au contraire, c'est vraiment des métiers très utiles et en plus que peu de gens font et qui devraient être encore plus valorisés qu'ils ne le sont. Encore au niveau de la société, il y a aussi les notes données aux écoles, aux universités. Si je suis dans telle université, je vaux plus que celui qui est dans telle université ou dans telle école. Ça aussi, ça joue sur la perception de soi et du coup sur la pression qu'on se met et du coup sur le risque de burn-in et ensuite de burn-out. Donc à présent, les solutions qu'on peut mettre en place, elles sont multiples. Déjà, parler de harcèlement scolaire, en parler davantage, mais aussi du coup de burn-out scolaire, ce dont on ne parle pas beaucoup. Augmenter les possibilités de communication, communication avec ses enseignants, communication aussi avec un psychologue scolaire, communication avec n'importe quelle personne de référence avec qui on pourrait échanger sur nos difficultés et sans avoir la peur du jugement. Et donc évidemment, comme je l'ai parlé avant, au niveau de l'échelle de la société, il y a aussi des facteurs de stress qui viennent se rajouter. Et si on pouvait travailler là-dessus, sur les représentations qu'on a du travail et de l'école, de certaines filières et d'autres, de certaines écoles par rapport à d'autres, si on pouvait travailler sur tout ça, évidemment, ça diminuerait la pression que l'on se met et le fait de se dire bah, je suis nul parce que j'ai fait telle université plutôt que telle autre, ou parce que j'ai fait telle voie plutôt que telle autre, ou parce que je suis une fille et je suis partie en BTP, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas une vraie fille? Plein d'éléments comme ça qui peuvent aussi tourner dans la tête, qui peuvent mener les personnes en échec scolaire. Et évidemment, exactement comme pour un burn-in ou un burn-out professionnel, il y a le fait de remettre l'élément à sa place, c'est-à-dire que ce n'est pas une finalité, c'est un moyen pour obtenir quelque chose et donc penser à soi, c'est important. Il faut pouvoir se dégager du temps pour soi. Plus on passe de temps à ne faire que travailler à la maison, au travail, on n'a plus de vie pour soi. C'est pareil pour l'école, si on passe notre temps à faire des devoirs, à réviser, à faire des fiches, puis après le résultat on est à l'école, on n'a pas de vie pour soi, ça prend tellement de place qu'on n'existe plus par rapport à ça et du coup bah, on s'épuise et ça aussi ça peut mener au burn-out. Donc vraiment prendre du temps pour soi c'est important. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parler, ça c'est très important. Et si le problème vient partiellement de la maison, par exemple la pression des parents ou alors problème entre frères et sœurs, n'importe quoi, il faut pouvoir en parler à une tierce personne si ce n'est pas possible au sein de la famille. Il faut vraiment que l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte puisse avoir un environnement, un endroit, des personnes avec qui parler de ses problématiques, déjà pour se décharger et peut-être mettre en place des solutions auxquelles lui, il n'aurait pas pensé. Et donc, comme j'arrête pas de le dire, scolaire et travail sont vraiment très liés. Donc les pressions qui sont mises sur un enfant ou un adolescent sur ses résultats scolaires, il se les mettra lui-même ensuite dans le monde du travail. C'est comme ça qu'on retrouve les personnes perfectionnistes qui veulent absolument être bonnes, sinon risque de rejet si je ne fais pas partie des meilleurs. Parce que c'est une chose qu'on m'a inculquée, ou alors que j'ai compris moi-même, peut-être qu'on ne m'a pas poussé à avoir des bons résultats, mais peut-être que j'ai compris moi-même, c'était la seule façon pour que mes parents me trouvent important ou intéressant ou me gardent. Du coup, bah, je vais le faire intensément à l'école et je vais continuer dans le monde du travail. Et des fois, on arrive du coup à des personnes anxieuses, stressées, burn-out, etc. Donc vraiment, la façon dont on pense l'école va conditionner la façon dont on va penser le travail. En ce qui concerne le burn-out parental, ou le burn-in parental, ici on va plutôt parler, donc, comme je l'ai dit, des symptômes qui arrivent. Là c'est vraiment un sentiment d'épuisement, mais vraiment lié d'abord aux enfants. On est épuisé par rapport aux enfants. Ce qui va mener progressivement, comme pour les autres sphères dont on a parlé avant, à un désintérêt pour ces enfants. On va être moins empathique par rapport à eux, on va plus facilement s'énerver, des fois on peut devenir même violent, et ensuite d'ailleurs en plus culpabiliser, se dire je suis un mauvais parent, je ne suis pas quelqu'un de bien. Et évidemment, ça va avoir des conséquences donc sur soi et évidemment sur les enfants. Donc le burn-out parental, on n'en parle pas encore beaucoup, mais c'est vraiment très important d'en parler autour de soi ou à un professionnel quand on sent qu'on est épuisé par rapport aux enfants.
Donc au-delà de la personnalité, qu'est-ce qui vient faire source, qu'est-ce qui est facteur de stress par rapport à ce burn-in, burn-out parental? Déjà, il y a la pression, les regards et les critiques sur la façon d'éduquer ses enfants et de gérer son foyer plutôt que d'avoir du soutien ou des conseils. Des fois, en plus, c'est au sein même de la famille, donc nos propres parents qui critiquent comment on élève nos parents, ou alors une comparaison entre frères et sœurs, entre cousins. Tous ces éléments viennent mettre de la pression et se dire il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le meilleur parent. Et là, ça va évidemment mettre pression sur les enfants aussi. Il y a évidemment un élément non négligeable dont on parle déjà pas mal, c'est la charge mentale supérieure chez les femmes par rapport à celle chez les hommes pour tout ce qui concerne les activités domestiques. Il faut penser à aller chercher les enfants, il faut penser à aller faire les courses, il faut penser aux activités des enfants, il faut penser à leur faire les devoirs. Est-ce que ces tâches sont réparties? Sachant qu'en plus, après, il faut s'occuper du foyer et s'occuper de soi-même, s'occuper du monde du travail, enfin de son poste de salarié, de je ne sais quoi par rapport à son métier. Donc il y a toutes ces charges, donc plus elle est élevée par rapport au foyer, plus elle va aussi nous empêcher de se concentrer sur les autres sphères de notre vie et sur nos autres rôles. Il y a évidemment un sentiment d'isolement qui peut naître, par exemple si ça se passe mal avec la famille, si on arrive dans un nouveau quartier, une nouvelle ville, mais aussi surtout quand on est dans une famille monoparentale, quand il n'y a qu'un seul parent qui s'occupe des enfants, au bout d'un moment, quand est-ce que je peux souffler? Il n'y a que moi pour m'occuper d'eux. Donc là aussi, il faut pouvoir en parler autour de soi. Il y a des professionnels, il ne faut vraiment pas garder ça pour soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le monde du travail, il y a les conflits de rôle, par exemple, donc professionnel et personnel, et là, entre son rôle de parent et de salarié, par exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un dossier à finir, mais j'ai mon enfant à aller chercher à l'école pour l'amener, par exemple, chez sa grand-mère ou faire une activité. Qu'est-ce que je privilégie? Mon enfant, je n'ai pas envie de le laisser attendre dehors. Et qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne suis pas bon au travail? Ça rajoute aussi du stress. Évidemment, un élément aussi très important, c'est si on a un enfant qui présente un certain handicap, ça rajoute de la charge mentale, ça rajoute des aménagements, des choses à penser. Tout ça aussi, ça peut, au bout d'un moment, on a besoin de souffler parce que ça prend beaucoup de ressources. Ce n'est pas à cause de l'enfant, mais ça peut prendre beaucoup. Donc s'il y a moyen de déléguer ou d'en parler et de faire des aménagements, peut-être il y a des aménagements même du foyer auxquels on n'avait pas pensé, qui ferait que l'enfant pourrait se débrouiller, peut-être serait un peu plus autonome, mais on n'y avait pas pensé. Voilà, il faut vraiment pouvoir en parler. Et enfin, évidemment, il y a l'état dans lequel se trouve le couple. Donc déjà, dans quel état se trouve le couple, ça va influencer sur la patience qu'on va avoir sur les enfants, etc. Comment on va sentir soi, ça va se répercuter potentiellement sur les enfants. Et dans l'autre sens, s'il y a un épuisement par rapport aux enfants, ça va se répercuter aussi sur le couple. Donc ça peut faire une boucle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment rien garder pour soi. Donc quelles sont les solutions à mettre en place? Évidemment, sensibiliser le grand public sur cette question de burn-out parental, parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup. Pour ça, il faut avoir des lieux, des personnes avec qui en parler. Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on sait aussi? Est-ce qu'il y a de l'information qui a été faite sur à qui je peux en parler? Comme je l'ai dit au début, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler pour se faire aider. Demander de l'aide, ce n'est pas être nul. Au contraire, c'est reconnaître une limite et se dire là, il me manque une information, une ressource. Ça ne veut pas dire être nul, ça veut dire il me manque quelque chose, et bien je vais l'acquérir. Il faut évidemment s'écouter soi-même. Comme j'ai dit, poser des limites, se poser des limites. Est-ce que là, je peux encore ou est-ce que là, j'en ai marre, j'en peux plus des enfants? À ce moment-là, il faut déculpabiliser. Ça ne veut pas dire je suis un mauvais parent. Ça veut dire que là, mes ressources ont été épuisées et donc il faut que je me ressource tout simplement. Et là, au niveau de l'échelle de la société, il faut peut-être amenuiser la pression mise sur les parents, être un parent parfait, surtout que légalement, les parents ont pas mal de devoirs. Déjà d'éducation, rien que dans l'éducation, de devoirs d'éducation, donc il y a l'éducation intellectuelle, l'éducation religieuse, morale, civique, etc. Est-ce que les parents sont vraiment aptes à pouvoir discuter de tous ces sujets? Est-ce que ce sont les mieux placés? Ça leur met de la pression? Est-ce que si mon enfant, par exemple, je lui ai mal éduqué par rapport à la société, ça va être de ma faute, mais peut-être qu'à l'école, on pourrait avoir des cours civiques un peu plus nombreux. Voilà, normalement l'école justement c'est pour apprendre à être un citoyen, donc l'éducation civile qui doit être faite par les parents, oui, non, à quel niveau, rien que ça c'est un point à discuter. Évidemment on n'en a pas parlé mais il y a la question financière, le fait de se dire je ne peux pas offrir ce que je veux à mes enfants, je suis vraiment un mauvais parent parce que peut-être que j'ai un travail difficile, mais je veux dire difficile dans le sens
il paye mal et il me prend beaucoup de temps. Donc du coup, je ne peux pas offrir ce que je veux à mes enfants, des cadeaux, même des vacances, n'importe quoi. On va culpabiliser. Du coup, rien que de voir ses enfants, on va pouvoir se dire, bon bah, je suis un mauvais parent. Et des fois, le retour de regard, eh ben, les enfants ne pensent pas ça, mais nous, on va penser ça à travers leur regard. Du coup, ça va finir par nous agacer. Il peut y avoir plein d'éléments du coup qui peuvent causer un burn-out parental. Mais l'idée, c'est vraiment de parler à ses proches, à des professionnels, même à son médecin, pourquoi pas. Justement, il faut en parler. En tout cas, parler de bah, là, à la maison, j'en peux plus. Ça me fatigue, etc. Donc vraiment garder les symptômes que j'ai donnés tout au début sur tous les types de burn-out, tout ce qui est irritabilité, etc. L'irritabilité, la difficulté à dormir, etc. C'est vraiment des bons indicateurs, tous ces symptômes ensemble pour dire bah là je crois que je suis en burn-in et je ne voudrais pas tomber en burn-out. Parce qu'une fois que vous serez en burn-out, dans le cas en plus du burn-out parental, ça veut dire je ne suis plus là pour mes enfants. Ce sera quasiment impossible, vous serez totalement épuisé. Je pense que du coup, ça peut mener encore à de la culpabilisation. Donc ça va encore accentuer le problème. Conclusion, parler et s'écouter. Donc pour conclure, le burn-out est un sentiment d'épuisement mais total, où on n'en peut plus, on n'a plus de ressources, on est vidé, on n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit, ni même des fois de ressentir des émotions, qu'elles soient positives, même tristes. Limite, on pourrait dire je suis blasé, on ne ressent plus rien, on n'en peut plus. Ça, c'est le burn-out. Et les étapes progressives d'apparition de symptômes et d'intensification de ces symptômes, c'est ce qu'on appelle le burn-in. Et c'est là qu'il faut être vigilant et c'est là qu'il faut en parler. Donc comme je l'ai dit, en parler, mais aussi poser des limites et se poser des limites. Et dans cette idée de poser des limites, par exemple aux autres, il y a aussi l'idée donc de remettre les responsabilités au bon endroit. Est-ce que je suis responsable de la totalité des choses ou il n'y a pas que moi qui suis responsable ? Par exemple, tous les facteurs que j'ai cités qui viennent de l'entreprise, de l'école, comme le harcèlement par exemple, ou alors de la société, ça, c'est remettre les responsabilités au bon endroit. D'accord ? Je suis peut-être responsable partiellement, mais jamais à 100%. Évidemment, il faut penser à soi avant tout, parce qu'on ne peut pas être productif si on est épuisé, si on n'en peut plus, ça marche. Donc du coup, dans l'éducation des enfants aussi, ça marche à l'école, au travail. Si on n'en peut plus, on ne sera pas productif, on sera même contre-productif, et il y a des risques qu'on culpabilise derrière. Donc vraiment, pensez à soi. Donc par rapport à ces facteurs sociétaux, ou alors scolaires, ou alors d'organisation au travail, là c'est là qu'interviennent les psychologues sociaux ou les psychologues sociaux ou les psychologues du travail. Ils peuvent faire du coup à grande échelle des diagnostics, mettre en place des actions, voir lesquelles ne marchent pas pour améliorer toutes ces conditions. Et évidemment, ça prend du temps, mais changer les mentalités sur la place du travail, la place des études, le rôle parfait du parent, le parent parfait, le regard des autres, etc. Être parent, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Donc remettre sa place dans la société, le rôle de parent, c'est pas acquis en fait. C'est difficile. Et accepter que c'est difficile, ça, c'est pas encore dans les mœurs. Et ce serait bien que ça y passe. Donc ça peut être un travail de psychologue social ou du travail. Donc, pour le cas du parent, de psychologue social, pour justement la sensibilisation du public. Par exemple, comment on peut sensibiliser les gens à cette question. Et pour ce qui est de se guérir soi, donc là on parle de changer la société, de changer les conditions, mais pour ce qui est de se guérir soi, si on n'en peut plus, si on est en burn-out ou alors que le burn-in est bien avancé, c'est là que le psychologue, par contre clinicien, intervient pour justement se ressourcer, comprendre justement ce qui fait obstacle, si jamais ça vient partiellement de la personnalité, comme j'ai dit, personne perfectionniste, risque de rejet, pas poser de limites, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre en travaillant sur soi pour justement réduire les risques de burn-out. Mais il faut savoir que tant que les conditions ne changent pas, les conditions qui ont causé le burn-out, si elles ne changent pas, même si on se ressource et qu'on retourne au travail par exemple ou à l'école, ça reviendra. Par exemple, tant que les parents mettront la pression sur l'enfant, si l'enfant a eu 2 semaines de vacances qui va mieux, qui retourne à l'école, si les parents remettent la pression, eh ben, ça va recommencer. Du coup, tant que les conditions ne changent pas, la personne peut retourner dans un burn-out. Donc il faut vraiment que les conditions changent, en tout cas les conditions les plus importantes qui ont pu causer ce burn-out. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a semblé utile, qu'elle va vous servir, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le burn-out scolaire et le burn-out parental. Pour tout ce qui est psychologie, justement, j'ai présenté plein de facteurs sur lesquels peuvent travailler les psychologues sociaux ou les psychologues du travail. Mais si vous avez des questions ou d'autres idées de sujets que je peux traiter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!